territoire, station de charge multi-énergie et multiservice. Donc, je suis Céline Grange-Fèvre, donc l'animatrice de cette table ronde, directrice innovation pour CARA. CARA, c'est un pôle de compétitivité qui vise à accompagner ses adhérents pour la mutation des systèmes de transport. Donc, on est essentiellement centré sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on accompagne nos adhérents sur des sujets qui sont très centrés sur la décarbonation de la mobilité et un deuxième thème aussi, la digitalisation des systèmes de transport. Donc, pour contextualiser un petit peu le sujet de cette table ronde, donc, comme vous le savez, l'Europe et la France ont un objectif de réduction de 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et un tiers de ces émissions proviennent des mobilités, donc c'est un levier important dans le cadre de la transition énergétique. Les solutions de mobilité évoluent donc, s'adaptent aux usages et aux stratégies des politiques publiques. Et donc, du coup, les vecteurs énergétiques et les motorisations se diversifient. On a effectivement l'hydrogène avec la pile à combustible, les moteurs à combustion hydrogène, électriques avec les packs batteries, des systèmes de route électrifiés, les bio-GNV, e-fuel, enfin on a tout un tas de solutions qui commencent à devenir de plus en plus matures. Et du coup, le mix énergétique pour la mobilité semble incontournable, évidemment, pour pouvoir supporter la diversité des usages et des solutions et favoriser la transition énergétique. Pour favoriser le déploiement de ces différentes solutions, il faut pouvoir effectivement faciliter l'accès à ces différentes énergies. Comment recueillir les besoins en termes de stations de distribution et comment mailler le territoire pour pouvoir faire face à la demande. Aujourd'hui, on se pose la question de quelles sont les interactions entre les différents acteurs, quel écosystème, alors que ce soit les utilisateurs, les clients, les fournisseurs d'énergie, les territoires, pour créer une dynamique favorable au déploiement conjoint des stations de distribution d'énergie et du déploiement des véhicules. Donc pour cette table ronde aujourd'hui, nous avons 3 intervenants. Je vais vous laisser vous présenter vous-même, nous dire de quelle structure vous venez, quelle est votre fonction et quels sont vos grands enjeux sur ce sujet. Je passe la parole en premier à Amélie, qui est à côté de moi. Merci à tous pour votre venue aujourd'hui. Amélie Tréguette, directrice France pour EVBox. Donc EVBox est un pionnier de la mobilité électrique depuis 13 ans. Donc maintenant, la mobilité électrique n'est plus une révolution. 10% des véhicules sont électriques aujourd'hui. Et donc EVBox propose des solutions de recharge sur toute la gamme. Recharge à domicile, recharge en entreprise, mais aussi stations de recharge forte puissance, type de station multi-énergie. Dans notre discussion, on va prendre l'exemple du Quai des Énergies, développé avec la CNR, dans Paris 7e. Un bel exemple de station avec de la recharge électrique, recharge biogaz, recharge hydrogène, qui se trouve dans le territoire, en ville, mais proche d'un secteur autoroutier. Et donc les enjeux pour la mobilité électrique, alors on a passé le cap de l'adoption, on est dans un cap de massification. Il y a déjà eu un maillage du territoire. L'enjeu, ça va être la densification de ce maillage et comment assurer des déploiements intensifs. Le gouvernement avait annoncé un objectif de 100 000 points de charge qui a été atteint maintenant, c'est 500 000 points de charge. Et un deuxième enjeu qui est technologique pour assurer que ce qui est installé, les infrastructures d'aujourd'hui, soit adapté pour les 10 prochaines années et les futures évolutions. Je vais passer la main. Je prends celui-là. Bonjour à tous. Donc Bertrand Jamonet, je suis directeur des projets environnementaux et transition énergétique au groupe Cheval. Le groupe Cheval, c'est une société basée du côté de Valence. On est aménageur du territoire, 850 collaborateurs. On intervient sur l'aménagement, c'est-à-dire que vous partez d'une friche et de cette friche, on va l'aménager, la déconstruire, la désamianter si besoin, recycler ce qui a été déconstruit et puis faire tout ce qui est VRD, réseau, les routes et l'aménagement paysager au final.
Donc dans notre activité, on a fait récemment notre bilan carbone. Vous imaginez bien que le bilan carbone, le béton pèse beaucoup, mais également le transport. Et donc de là, il nous est apparu quelques objectifs en lien avec notre statut de société à mission qu'on a obtenu en 2020, de trouver des solutions alternatives à notre mobilité avec un objectif fort et ambitieux qui est de renouveler notre parc automobile poids lourd et véhicules légers à 50% d'énergie alternative d'ici 2026. C'est loin et c'est pas loin. Cet objectif a été posé en 2021. Donc on avait à peu près 5 ans, c'est le temps de renouvellement de nos véhicules. Pour arriver à cet objectif, on y est bien dedans. Mais pour y arriver, il a fallu un petit peu se bouger parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions existantes pour les poids lourds, notamment un petit peu plus pour les véhicules utilitaires, économiquement viables. Donc on a décidé de se tourner d'une part vers le biocarburant qui répond à certaines de nos problématiques, et puis pas mal sur le biogaz, mais encore une fois on était confronté à un autre problème avec le biogaz, c'est qu'on n'avait pas de station de distribution. Et donc c'est toujours l'histoire de l'œuf ou la poule, on n'a pas de station mais on veut bien acheter des camions, et on a des camions mais on n'a pas de station. Donc on a décidé de faire les deux, c'est-à-dire d'acheter des véhicules, que ce soit en utilitaire et en poids lourd, et puis parallèlement de construire des stations de distribution multi-énergie, ouvertes au public également, hein, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui proposent, puisqu'elles sont ouvertes, il y en a 2 sur 3 qui sont ouvertes, du biogaz et également de l'électricité, potentiellement de l'hydrogène. En tout cas, ce qu'on veut, c'est proposer des solutions alternatives aux stations-service qu'on connaît actuellement. Et donc là, c'est sur le territoire de Valence, Romans, Aglo. Ça a été un partenariat avec 4 autres acteurs du territoire uniquement, un investissement de 4 millions d'euros pour construire 3 stations, une à Valence, une à Romans-sur-Isère et une à Bourg-de-Péage. 2 sont ouvertes, la 3e va ouvrir au mois de juin, et donc on va se recharger. Nous, on a déjà des véhicules qui sont rentrés, et petit à petit, on voit le nombre de véhicules. Il y a la région qui également a beaucoup de véhicules qui se rechargent au bio-GNV. Il y a GRDF également qui à la fois accompagne sur ce projet-là pour le maillage du réseau, mais également a des véhicules. Puis au bout du compte, beaucoup d'autres qui attendaient une solution disponible pour pouvoir se recharger. Donc c'est le cas, et par ce biais-là, puis par d'autres biais, je l'espère après, sur l'hydrogène et l'électricité, notamment pour les véhicules lourds, lorsqu'il y aura une viabilité économique, on va modifier petit à petit notre flotte et arriver à nos objectifs de décarbonation sur le transport. Bonjour à tous, donc Laurence Mine, moi je suis chef de projet hydrogène à la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la direction de l'environnement et de l'écologie positive. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est dotée d'une stratégie régionale hydrogène dès 2020 avec 4 axes principaux. Le déploiement des usages, en particulier la mobilité avec le projet Zero Emission Valley dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis la décarbonation de l'industrie aujourd'hui, puisque la région est la première région industrielle de France, donc un gros enjeu de décarbonation de son industrie. Le deuxième axe étant le soutien à la R&D, avec le développement des piles à combustible et le développement d'électrolyse haute température en particulier. Le troisième axe, c'est tout l'axe sur la structuration de la filière, avec l'aide des 3 pôles de compétitivité, Cara, Accélera et Tenerdis. Et puis le développement des nouvelles formations, parce que qui dit nouvelle filière dit besoin en compétences dans le domaine de l'hydrogène. Et puis le dernier axe, c'est l'intensification des coopérations européennes et internationales. Donc voilà un petit peu sur les principaux enjeux de la filière. C'est bien sûr améliorer la qualité de l'air et puis décarboner à la fois la mobilité et l'industrie. Très bien, merci. Du coup, je vais commencer avec Bertrand. Revenir sur votre projet, donc Mobilité 2026. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui a motivé votre projet et surtout quel est l'impact et l'intérêt d'avoir cette approche écosystème, approche territoriale ? Ce qui a motivé ce projet ambitieux, c'est notre société à mission. Donc on est devenu société à mission, c'est pas juste un terme, ça veut dire quand même beaucoup sur l'engagement qu'on porte sur 3 piliers. Le pilier de la jeunesse et de la formation.
Donc je vous ai dit tout à l'heure 850 collaborateurs, il y a un peu moins de 8% des personnes qui sont en alternance chez nous et qui après continuent leur cursus avec nous et leur carrière avec nous. Il y a le pilier environnement, donc c'est celui que je pilote, avec une volonté de développer les énergies renouvelables et puis de réduire nos consommations. Et enfin, le dernier pilier, c'est le territoire. Donc on a essayé d'en associer au moins 2 sur les 3 pour ce projet qu'on porte avec les stations, puisque c'est une notion forte de territoire. Mais nous, l'enjeu réel du transport, c'est que demain, je ne veux pas que nos collaborateurs viennent un matin au travail et ne puissent pas aller sur tel ou tel territoire parce qu'on n'a pas la bonne critère 1, parce qu'on n'a pas la critère 1 tout simplement. Et donc si on a des chantiers sur Valence ou sur Grenoble pour aujourd'hui, qui sont les seuls dans notre périmètre en tout cas à avoir cette condition-là prochainement, il m'est hors de question, et ce sera de ma responsabilité si demain on ne peut pas aller faire ces chantiers-là où on se ferme nos portes. Donc ça va dans le sens de l'évolution nécessaire de toute façon. Ce n'est pas que réglementaire, c'est une vraie volonté de décarboner notre flotte, mais ça va dans ce sens-là, cette ambition Cheval 2026, mobilité, pardon, Cheval 2026, c'est celle-ci. Très bien, merci. Amélie, de votre côté, est-ce que vous pouvez détailler justement ce quai des énergies quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé d'aller dans ce projet et voilà, nous en dire un peu plus. Merci. Donc, le quai des énergies dans Lyon 7e est un des premiers concepts de station multi-énergie en France. Donc, EVBox et CNR, on est déjà partenaires de longue date sur la mobilité électrique depuis des années. CNR a été un des pionniers voilà, dans ces évolutions. Sur la station de CNR, une chose très intéressante, sur le quai des énergies, on a pu tester en période de pré-commercialisation notre nouvelle technologie, la technologie tronique modulaire. Comme je disais, un des enjeux dans les infrastructures de recharge est de s'assurer que les infrastructures de recharge qui sont installées soient durables pour les évolutions du parc de véhicules qui arrivent, pour les évolutions réglementaires aussi qui arrivent dans une phase de normalisation quand le marché est en croissance. Donc EVBox, on anticipe ces évolutions avec une nouvelle plateforme technologique et CNR a accepté sur ce site d'installer en phase de pré-commercialisation la tronique modulaire. Ça nous a permis à nous, fabricants, concepteurs, d'avoir des retours d'usagers terrain, de prendre en compte leurs remarques pour finaliser le développement de ce produit qui a été officiellement commercialisé quelques mois après et que vous pouvez aujourd'hui utiliser au quotidien dans sa phase finale. Donc voilà, ça c'est déjà un des premiers points importants de pouvoir tester avec les usagers, avec l'opérateur, avec tout l'écosystème ces nouvelles technologies. Et aujourd'hui, sur ce site, l'important c'est aussi pour la CNR de pouvoir anticiper, lisser des investissements. Voilà, c'est assez lourd, une station multi-énergie. Donc aujourd'hui, la station qui est installée, c'est une station qui est en 150 kW, voilà, adaptée aux véhicules d'aujourd'hui, 2 points de charge. À terme, voilà, elle pourra être upgradée par module de 30 kW pour arriver jusqu'à 240 kW, ce qui va permettre, quand le parc de véhicules va pouvoir prendre des puissances plus importantes, à cette station d'être évolutive, sans appeler des investissements trop importants. Donc voilà, ça c'est les exemples sur le projet Quai des énergies qui voilà, regroupe à la fois de la mobilité électrique, du biogaz et de l'hydrogène. J'espère que vous avez eu l'occasion de tester cette station. Merci. Et tout à l'heure, vous m'évoquiez effectivement l'agilité finalement de vos solutions à s'adapter au futur et aux directions qui vont être prises. Oui, aujourd'hui, dans la mobilité électrique, on a eu énormément d'évolutions portées, d'évolutions réglementaires au niveau européen ou au niveau français, ou même par les constructeurs automobiles. Les premières générations de bandes de recharge publiques se devaient d'avoir, par exemple, un câble CHAdeMO qui était notamment porté par les fabricants de véhicules asiatiques, qui étaient les premiers à avoir des véhicules électriques comme la Nissan Leaf, par exemple. Cette norme a évolué vers du CCS2 en Europe. Voilà, donc cette modularité permet aussi
d'avoir des modules qu'on peut facilement changer, faire évoluer dans le temps en fonction de la réglementation. Encore en ce moment, il y a une réglementation au 1er janvier 2023 qui va obliger les stations à avoir un compteur de kilowatts, un compteur MID certifié par le LNE en France. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau. Il y aura un kit modulaire pour mettre à jour les bornes de recharge et s'adapter à cette réglementation. Voilà, c'est un élément extrêmement important, l'évolutivité, la modularité des solutions qui doivent être pionnières, mais en même temps voilà, s'adapter à une massification, une normalisation du marché. Merci. Du coup, Laurence, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet ZEV et Impulsion, puisqu'effectivement la région est un catalyseur de déploiement des solutions avec une approche systémique, véhicule, recharge, maillage. Je vous laisse la parole sur ce sujet-là. Oui, donc effectivement, c'est comme le disait tout à l'heure Bertrand, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Et l'idée du projet Zero Emission Valley, ça a été de déployer simultanément les stations de recharge hydrogène et l'aide à l'acquisition des véhicules, donc pour pallier à ce problème. Du coup, c'est un projet européen dont la région a été lauréate en 2018 et qui avait pour objectif, alors initialement, de déployer 20 stations sur le territoire régional et 1000 véhicules. Alors, les 20 stations, on conserve l'objectif, mais les 1000 véhicules, on a réorienté le projet parce qu'en 5 ans, les Kangoo hydrogène ne sont plus fabriqués, donc on est maintenant sur de l'aide à l'acquisition de fourgons de type Master, Jumpy, qui sont à la fois aidés par l'Europe et par la région et qui permettent d'obtenir des subventions pouvant aller jusqu'à 37 000 € en fonction de la taille de l'entreprise et du type de véhicule. Donc c'est principalement des fourgons, mais également des berlines pour les usages intensifs, parce que l'utilisation de l'hydrogène est vraiment orientée sur les usages de mobilité lourde maintenant et les usages intensifs, donc pour des patrouilleurs, pour des taxis, c'est pas pour de l'usage plus léger en ville. Ça, ce sera vraiment pour l'électrique. Et en fait, chaque mobilité, on se rend compte, a ses usages et il n'y a pas de concurrence entre les différents types de mobilité. C'est vraiment une complémentarité. Donc voilà, le projet Zero Emission Valley, il est porté par la société Impulsion, qui était une société commerciale qui a été créée en 2019 et dont la région est actionnaire majoritaire à hauteur de 33%, avec 2 gros industriels que sont Engie et Michelin, et puis 2 banques, une banque publique, la Banque des Territoires, et une banque privée, le Crédit Agricole. Donc on est 5 actionnaires. Et Impulsion a pour objectif donc de mettre en œuvre et de déployer les stations sur le territoire pour réaliser un maillage du nord au sud et d'est en ouest sur les principaux axes. Il y a pour l'instant 3 stations qui sont ouvertes, qui sont en service sur Saint-Priest, à côté de Lyon, sur Moutier et Chambéry, Chambéry ayant été la première, ouverte en 2021, et 3 stations qui vont ouvrir là d'ici la fin de l'année, sur Clermont-Ferrand, sur Lyon-Vénissieux et également sur Grenoble. Et puis 6 autres stations sont en perspective pour l'année prochaine. Donc il y a une bonne dynamique. Et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, c'est la région qui l'a lancé là en début d'année, pour recenser les besoins, parce que l'idée maintenant c'est d'aider à l'acquisition de plus de 400 véhicules. Et on a pour l'instant près de 200 demandes et d'entreprises et de collectivités qui ont répondu présentes pour 200 véhicules. Donc ça a bien fonctionné. Voilà. Après, je parlerai peut-être de la mobilité lourde dans un second temps. Vous pouvez y aller. Je peux continuer. Vous pouvez poursuivre. Parce que je vous disais tout à l'heure que les usages hydrogène étaient, donc la mobilité d'hydrogène était plus adaptée à la mobilité lourde pour les usages intensifs. Et du coup, la région donc a coordonné les acteurs, que ce soit des collectivités ou des entreprises, pour répondre à l'appel à projet écosystèmes territoriaux de l'ADEME. Et on a été lauréat en décembre 2022
pour un montant de 10 millions d'euros, sachant qu'on avait déjà obtenu 14 millions en 2019, donc en tout presque 25 millions d'euros d'aide ADEME pour déployer la mobilité lourde. Donc là, ce sont 5 collectivités, et en particulier la région, qui va s'engager sur la décarbonation de ces flottes de véhicules, les cars régionaux interurbains, 50 cars rétrofités, donc qui passent de la mobilité diesel à la mobilité hydrogène, et puis une station de train également sur Clermont-Ferrand, puisqu'on aura 3 rames de train qui circuleront à l'échéance de 2027-2029 sur les lignes Clermont-Lyon, Clermont-Brioude et Clermont-Moulins. Donc voilà, c'est un gros engagement de la région, et puis d'autres collectivités comme le Grand Annecy, Vienne-Condrieu Agglomération, Arles-Isère à Albertville, et la communauté de communes Cœur de Tarentaise. Et puis la société Impulsion, bien sûr, pour le transport de l'hydrogène entre les sites de production et les sites et les stations de distribution. Merci Laurence. Du coup, question à tous les trois. Face à vos enjeux propres, quels sont finalement les acteurs clés qui vous permettront de résoudre vos problématiques ? Je vais commencer. Alors, nous, on a fait un pari, mais on a fait un pari sur le territoire. Je pense, en tout cas, pour l'heure, que c'est la bonne solution, mais pas que notre petit territoire. Ça va un petit peu plus loin que ça. Vous parliez des bus, je pense en effet qu'il y a un maillage aussi à voir avec la région, et donc c'est le cas aujourd'hui puisqu'il y a des rechargements sur nos stations avec des bus de la région. Mais voilà, on a fait le pari d'entreprises du territoire, parce que vous l'aurez compris, on est simplement des sociétés, 5 sociétés, donc je salue les 4 autres actionnaires qui ont pris le pari de faire des stations avec nous. On est 3 transporteurs, donc on vient à peu près amortir l'investissement des stations. Et puis après, il y a l'Aglo et une société qui est connue dans le monde du biogaz qui s'appelle Prodéval et qui met des stations service à disposition. Et donc, de tout ça, on n'est ni Total, ni Shell, ni ce qu'on veut, mais on a quand même ouvert des stations de distribution qui sont pour tout le monde, pour le bien commun. On va essayer de baisser encore les prix pour essayer de se rapprocher au maximum du prix de l'énergie connue qui est le gasoil, mais donc rouler au même prix que l'énergie gasoil avec une énergie décarbonée. C'est là le but. Donc pour moi, on mise en tout cas fortement sur la notion du territoire, des acteurs du territoire et des entreprises du territoire pour essayer de booster tout ça et de décarboner au maximum nos usages routiers, j'entends, il y a les industries aussi, mais là, ça fait appel à d'autres choses. D'accord. Et comment vous travaillez avec les territoires, pour le coup ? Alors là, c'est l'Aglo en question, justement, c'est Valence Roman Aglo, qui s'est positionné lorsqu'on a émis l'idée de vouloir faire des stations pour nos besoins en tant que transporteurs. Je parle général avec les autres actionnaires. L'Aglo s'est également positionné en disant, oui, mais nous, ça nous intéresse de venir dans ce consortium d'entreprises parce que, OK, ça va servir pour les entreprises ici, mais ça va servir pour les entreprises du territoire et pour les citoyens, n'importe. Et donc, là aussi, l'Aglo vient jouer son rôle de conciliateur public de tout ça pour justement apporter une solution à n'importe qui, bien sûr, qui aurait un véhicule électrique ou biogaz ou demain hydrogène, parce qu'en effet, j'aimerais bien qu'on fasse évoluer ces stations sur d'autres types d'énergie comme l'hydrogène ou les e-fuels peut-être, ou d'autres encore qui arriveraient. Merci. Amélie, de votre côté ? Oui, les territoires et pour la mobilité électrique, les syndicats d'énergie et les villes ont été les catalyseurs des infrastructures de recharge en France. Et donc, c'est bien sûr sur ces sites des syndicats d'énergie, des villes que l'on retrouve les premiers points de charge. Aujourd'hui, maintenant que la technologie est plus mature et maintenant surtout que le plan d'investissement est plus sécurisé, on retrouve des opérateurs privés qui viennent investir sur des parkings privés ouverts au public. Et notamment, on voit beaucoup des grands centres commerciaux, de distribution, des hôtels aussi, qui vont pouvoir compléter ce maillage. Aujourd'hui, les syndicats d'énergie organisent leur schéma directeur, où elles précisent, elles ont fait l'analyse, où se trouvent les points de charge, où est-ce qu'il y a un manque, et où est-ce qu'elles vont investir, où est-ce qu'elles vont laisser les opérateurs privés se positionner. L'enjeu aussi derrière pour les opérateurs privés, c'est toujours cette question de cet investissement qui est apporté et voilà, qui vient compléter la densité du maillage. Merci. Laurence ?
Comme je le disais tout à l'heure, donc la région se positionne un peu en coordinatrice et catalyseur donc des acteurs régionaux, et en particulier les collectivités qui sont nos relais sur le territoire pour trouver à la fois du foncier pour les stations, pour nous aider à nous mettre en relation avec les entreprises du secteur. Donc c'est vraiment un travail de collaboration, et on est aussi donc dans le cadre de cette réponse à l'appel à projet de l'ADEME, on a été un petit peu fédérateur de toute cette dynamique, à la fois auprès des industriels, auprès des collectivités, pour rassembler, aider les collectivités aussi dans la rédaction de leurs appels à projets. On a un groupe de travail achat public pour les accompagner. Donc vraiment, il y a des liens qui sont assez proches, et la région donc se positionne de cette façon pour coordonner les acteurs du territoire. Merci. Pour Bertrand principalement et Amélie, vous aujourd'hui, quels sont vos principaux freins ? Il y en avait un au départ, mais il a été assez vite réglé, qui était... je repositionne le contexte dans lequel on a construit des stations multi-énergie. On s'est donné, la société a été créée en octobre 2021, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé en février 2022, et avec le contexte du gaz qui a juste évolué et flambé, et malgré tout on était dans cette période-là où on s'est dit on va se lancer et on va y aller, parce que de toute façon il nous faut une solution pour décarboner et on va construire. Par chance, parce que c'est vraiment une chance, on arrive aujourd'hui, on en est à l'ouverture des stations, et le prix du gaz, sur lequel est corrélé nos achats également de biogaz, bien entendu, a baissé. Donc on se retrouve désormais avec un prix final à proposer aux clients qui est relativement correct. Mais là, il y avait un vrai souci de décalage, c'est-à-dire que si on avait ouvert il y a 6 mois en arrière, on avait un prix du biogaz qui était complètement fou et décorrélé par rapport à l'électricité, par rapport au gasoil, et donc c'est tuer une filière avant même qu'elle naisse. Donc là, il y a une prise de risque qui était compliquée. Après, il n'y a pas vraiment de frein, c'est-à-dire que le biogaz est une énergie qui fonctionne bien, mais au même titre que les autres que j'entends à côté de moi, et c'est juste parfait. Il faut qu'on ait un mix, parce que de toute façon, il faut que ça réponde aux usages. Et on est dans une telle situation aujourd'hui qu'on a besoin de tout ça. Donc, pas vraiment de frein. L'acceptabilité, on n'est pas sur une usine de méthanisation, on est sur une station-service, donc c'est beaucoup plus cool. Et niveau réglementaire, on est sur une simple déclaration aussi, donc on est loin du contexte de la méta qui est beaucoup plus compliqué, celui-ci, en termes de production. Donc j'ai pas vraiment de frein aux stations, c'est juste que maintenant il faut qu'on fasse la phase d'exploitation où on apprend, puisque c'est pas notre métier, mais on apprend à le faire au bien commun. J'espère que ça servira à tout le monde, et puis qu'après on en sera tous contents, et que petit à petit on réduira encore les prix pour avoir une énergie décarbonée pas chère. Et vous parliez aussi de l'accès à l'énergie, pour le coup, aux infrastructures, à l'importance que ça pouvait avoir. Alors, sur l'infrastructure, sur la partie biogaz, j'ai pas trop de contraintes parce que GRDF joue son rôle, mais GRT également le fait pour pouvoir mailler les stations et venir se raccorder au fil du gaz. Donc ça, c'était juste parfait. L'électricité, le besoin qu'on en avait n'était pas énorme sur les stations, donc on a pu être raccordé aussi en temps et en heure. Par contre, c'est vrai que je me pose beaucoup plus de questions sur les bornes électriques, mais là, on aura des réponses. C'est pour en avoir posé également, puisque dans notre plan d'évolution jusqu'à 2026, bien entendu, on mise sur l'électrique. Et donc, on a installé des bornes sur nos différents sites, une vingtaine de bornes cette année. Et là, c'est pourtant des petites bornes de fois 11 kg, et on voit déjà la limite qu'il y a des fois à pouvoir se raccorder sur le réseau Enedis existant qui vient juste alimenter un bâtiment. Il faut des fois passer au contrat au-dessus, voire même très au-dessus quand on en installe beaucoup. Et donc les superchargeurs qu'on voit beaucoup se développer, et c'est normal puisqu'il y a besoin. Là, je suis plus inquiet sur l'infrastructure. Je ne suis pas inquiet sur la technique, je ne suis pas inquiet sur la technologie, ni même sur les clients qui vont venir charger, mais sur l'infra Enedis qu'il va falloir mettre en place pour mettre un transfo qui est, je ne sais pas, 1600 kW ou 2000, parce que c'est ce qu'il va falloir pour des gros chargeurs. Là, j'ai un peu de peur, un peu de crainte sur les réseaux. Ouais. Mais bon, je pense que ça va évoluer aussi, les réseaux Enedis qui sont peut-être un peu vieillissants. Voilà. Merci parce que tu me donnes le relais. Donc aujourd'hui, dans la mobilité électrique, voilà, il y a le maillage, il y a une vraie question d'accélération. C'est plutôt ça l'enjeu. Donc on se reprendre sur la capacité du réseau. La capacité. On va voir s'il y en a un qui fonctionne ou si. Non, bon, je vais parler plus fort.
capacité du réseau Donc sur la capacité du réseau à absorber les infrastructures de recharge, la RTE avait donc fait une étude avec les différents scénarios d'adoption du véhicule électrique. Il y avait un problème, un jour dans l'année, c'était au moment de Noël, parce que tout le monde en France se déplace le jour de Noël pour le réveillon de Noël. Voilà, ça c'est un sujet qui arrive en 2030 quand on est à 50% d'adoption des véhicules électriques. Aujourd'hui, je rappelle juste le chiffre, sur les nouveaux véhicules, il y a 10% des ventes qui sont en véhicules électriques. Donc sur tout le parc, on est encore à quelques pourcents. Voilà, donc ces scénarios-là sont envisagés, déjà traités, donc il y aura les solutions qui vont apparaître. Il est vrai, aujourd'hui, sur tous les projets d'installation d'infrastructures de recharge, notamment la recharge rapide, c'est un projet avec un temps de mise en œuvre qui est assez long. Et là, tous les acteurs de l'écosystème doivent l'anticiper. Au niveau Enedis, pour un nouveau raccordement, pour un transformateur, il y a des délais qui sont assez longs, il faut compter minimum 9 mois, parfois plus. Donc la filière peut être un peu sous tension à ce niveau-là. On va aussi avoir des tensions sur les approvisionnements de composants ou de production. Voilà, en tant que concepteur, fabricant, on s'est mis en ordre de marche pour accompagner l'explosion de la demande sur la recharge rapide. Voilà, ça c'est chaque acteur joue son rôle et nous, voilà, de ce côté-là, on a doublé nos chaînes de production, on a sécurisé nos approvisionnements pour pouvoir suivre nos partenaires, les opérateurs qui investissent à ce niveau-là. Pour les opérateurs, il y a quelques années, l'enjeu était de trouver les sites à équiper. Aujourd'hui, ce cap-là, on va dire un petit peu passé, l'enjeu, c'est le taux de disponibilité. Sur les bandes de recharge, quand on avait un point de charge rapide, si le point de charge était hors service, pour l'usager, c'était une catastrophe. Voilà, donc déjà on densifie, voilà, comme ça on réduit le risque pour l'usager d'avoir un problème. Maintenant, on le sait, l'AVER publie les chiffres, on est seulement à 82% de taux de disponibilité sur la recharge publique en France. Voilà, ça c'est le réel sujet qui doit être adressé par tous les acteurs. Donc là, le gouvernement maintenant publie ses statistiques et engage toute la filière à s'améliorer là-dessus. Au niveau de tous les acteurs, par exemple, il faut qu'il y ait des mainteneurs qui soient experts et formés. Ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément envisagées dans le passé et qui ont créé des problèmes. Donc, nous, on a un centre de formation. On s'est mis aussi en collaboration avec l'APAV pour pouvoir former tout ce réseau d'électriciens certifiés IRVE et formés par les fabricants. Il y a aussi une obligation maintenant légale à eux d'être formés par les fabricants pour assurer la maintenance de ce réseau. Au niveau conception, il y a ce travail pour assurer une fiabilité, pour diminuer le nombre de pièces détachées, pour s'assurer que ce taux de disponibilité soit maximal. Merci. Laurence, de votre côté, quels sont vos principaux points durs, points bloquants ? Alors les principaux freins, ça a été jusqu'à maintenant la disponibilité des véhicules, mais bon, on espère là aujourd'hui au moins sur les fourgons que ça va se débloquer là, cette année et que la mobilité lourde va arriver. En tout cas, ça va démarrer avec des véhicules rétrofités qui pourront être disponibles plus rapidement que des camions hydrogène ou des cars neufs. Il existe déjà des bus hydrogène neufs qui sont fabriqués en France, parce que l'idée aussi, c'est de faire travailler des sociétés françaises. Et puis, le deuxième frein, c'est le prix de l'hydrogène, parce que la crise énergétique de 2022 a fait flamber le coût de l'électron, et l'hydrogène, même s'il est produit à partir d'énergie renouvelable ou d'énergie bas carbone, est forcément aussi impacté. Donc ça, c'est aussi également un point important à résoudre. Et on espère qu'avec le déploiement de la filière et la multiplication à la fois des véhicules, le prix des véhicules aussi sera réduit et le coût de l'hydrogène également. Merci à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir. On va avoir
Un petit temps de questions, si vous en avez, à nos 3 intervenants. Alors moi, j'aurais une question pour le public. Je suis toujours très curieuse de savoir s'il y a des usagers de la mobilité électrique et quelle est l'expérience que vous en avez. Bonjour, c'est plus de la mobilité hybride, mais c'est une très bonne expérience qui est très intéressante, surtout pour la circulation en ville. C'est une autre solution quand on parle de rouler sur de l'autoroute pour de longues distances, mais ouais, très intéressant. Moi, ça fait 5 ans que je roule en électrique. Non, 6 ans. 6 ans que je roule dans l'électrique. Alors après, c'est que pour des trajets en ville et des courts trajets. Mais et puis j'ai ma propre recharge chez moi, donc ça pose aucun problème. Mais effectivement, c'est pas. Je suis pas encore allée jusqu'à Lille. Et c'est ce qu'on note souvent, c'est ceux qui veulent passer à l'électrique, qui ont plus de freins, on va dire, psychologiques et peur des longues distances. Et voilà, on a fait un baromètre de la mobilité en juin dernier, et on voit que ceux qui ont adopté déjà le véhicule électrique, en fait, ne voient plus ces problèmes de temps de recharge, par exemple, sur les longues distances. Donc, je vais partager une expérience personnelle. Je suis passée à véhicule électrique il y a 2 ans. Et en effet, on avait extrêmement peur de devoir aller au ski, faire 7 heures de route en véhicule électrique. Et in fine, à chaque fois, nos temps de pause étaient plus longs que le temps de recharge. Et on n'a donc jamais attendu à une station de recharge électrique. Et c'est marrant, comme dans ma famille, ils m'en parlent. Je leur dis, mais les seules fois où j'ai vu des motoristes faire la queue pour se recharger, c'était sur des stations essence quand on avait des pénuries d'essence. En véhicule électrique, ça ne nous est jamais arrivé. Donc voilà, c'est juste pour déconstruire voilà, un petit peu des freins psychologiques qu'on peut avoir à adopter une nouvelle mobilité. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite... Oui. Bonjour, j'avais une question sur les stations hydrogène. Je voudrais savoir comment vous arrivez à produire l'hydrogène, si c'est par électrolyse ou vaporéformage, et à quel prix vous arrivez à le vendre en station. Donc, pour l'instant, il y a des stations qui fonctionnent et qui fonctionnent par électrolyse. Donc, à la Chambéry, on a une station qui produit, c'est un petit électrolyseur de 40 kg au jour. Donc, ça produit sur site. Il y a un second électrolyseur qui est en cours de fabrication sur Clermont-Ferrand, là pour une capacité de 800 kg au jour. Donc, l'objectif, c'est de produire par électrolyse de l'eau, parce que là, effectivement, vous avez raison, là, pour l'instant, l'hydrogène est majoritairement produit par vaporéformage à 95%, mais l'objectif, c'est de transformer. Et il y a toute une dynamique qui se produit, qui se passe au niveau des industriels régionaux pour décarboner la production d'hydrogène. Donc là, c'est en cours. Après, au niveau du tarif, pour l'instant, on est plutôt autour de 12 € le kilo d'hydrogène. Un kilo d'hydrogène permettant de faire 100 km. Si. D'autres questions ou réactions? Eh bien, merci à vous.